C'est l'un des plus célèbres épisodes de l'Ancien Testament. La chute de Jéricho. Le récit de l'incroyable bataille menée par Josué. Ils ne faisaient pas de prisonniers, c'était la politique de la terre brûlée. D'abord l'armée, puis la population civile. C'était une extermination. La chute de Jéricho raconte le moment où les Hébreux conquièrent enfin la Terre Sainte. Mais pour beaucoup, c'est une histoire proprement fabuleuse, qui n'a peut-être aucun fondement historique. C'est cet épisode qui a semé le doute dans l'esprit des gens. Est-ce que le récit de la Bible se tient d'un point de vue historique? Mais d'autres considèrent que les Écritures sont basées sur des faits réels. Les histoires de la Bible ne viennent pas de nulle part. Elles reprennent des éléments de la tradition orale et les tissent les uns aux autres dans un passé plus ou moins récent. Un homme pense même que les indices archéologiques confirment la version de la Bible mot pour mot. Pour moi, c'est un récit très précis. C'est même le récit d'un témoin oculaire. Aux yeux du docteur Bryant Wood, archéologue, les ruines de Jéricho abritent toutes les preuves qui appuient l'un des plus incroyables épisodes de l'Ancien Testament, la bataille de Jéricho. En grandissant à Endicott, dans l'État de New York, Bryant Wood n'a aucun penchant particulier pour l'étude de la Bible ou de l'archéologie. Il poursuit ses études et semble promis à une carrière d'athlète de haut niveau. Après avoir établi le record de son université en cross-country et en course sur piste, il est titulaire d'une bourse d'études à l'université de Syracuse. Il obtient un diplôme en ingénierie mécanique. Je m'intéressais plus aux sciences techniques à l'époque. Je crois que je n'avais pas encore pris conscience que l'archéologie existait et que c'était même une carrière acceptable. En 1958, Wood est engagé par General Electric dans le nord de l'État de New York. Il travaille en tant qu'ingénieur en physique nucléaire. Il conçoit, fabrique et teste des réacteurs. Mais un jour, un événement bouleverse sa vie. Ma belle-mère m'a offert un cadeau peu après mon mariage. C'était un livre d'archéologie sur la Bible. La lecture de l'ouvrage déclenche en lui une intense fascination. Tous ces récits que racontait la Bible, et dont je ne connaissais rien, ont soudain revêtu un profond intérêt à mes yeux. Cette passion nouvelle pour l'archéologie ne passe pas inaperçue. Au bout d'un moment, je me suis dit que l'argent n'avait pas d'importance. Peut-être que si c'était ça qu'il voulait, je devais le laisser faire. Un jour, ma femme m'a dit « Tu as déjà pensé à reprendre des études d'archéologie ?» Et je me suis dit « Ça serait formidable !» En 1973, après plus de 10 ans au service de la même entreprise, Wood décide de démissionner. Il s'inscrit à l'université pour étudier l'archéologie et la Bible. J'ai fait ma crise de la quarantaine avant l'heure. J'avais 36 ans quand j'ai quitté General Electric. J'avais 4 enfants et je devais subvenir à leurs besoins. J'ai trouvé un emploi à mi-temps et ma femme a repris le travail. Quel bouleversement. J'avais élevé 4 enfants presque seuls. C'est comme s'ils n'avaient pas été à la maison pendant 12 ans.
Il avait raté beaucoup d'événements importants. Parfois, je trouve ça triste. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Wood devient rapidement expert en poterie cananéenne, la poterie produite dans l'ancien pays de Canaan. La poterie est un des piliers de l'archéologie, en particulier lorsqu'on s'intéresse à l'ancienne Palestine. Comme peu de documents écrits nous sont parvenus, nous nous basons sur la poterie pour dater les découvertes que nous faisons. Sa maîtrise du sujet le conduit au cœur d'une des plus célèbres histoires de la Bible. La conquête du pays de Canaan par Josué et la chute de Jéricho. Cet épisode intervient à la fin de ce que les gens considèrent généralement comme le chapitre de l'Exode. Les Israélites ont fui l'Égypte et, comme chacun le sait, ont erré dans le désert pendant 40 ans, puis ont assiégé la ville de Jéricho. La seule trace écrite de cette bataille se trouve dans le livre de Josué. Successeur de Moïse, c'est à lui que revient la mission de conduire les Hébreux en terre promise. Il a la responsabilité de mener les batailles nécessaires pour prendre possession du territoire qui, selon eux, leur a été promis par leur Dieu, Yahvé. Sa première campagne est la conquête de Jéricho, une place forte de l'armée cananéenne. Aux yeux de l'archéologue, cet épisode a tous les éléments d'un film hollywoodien. Deux espions qui sont envoyés en éclaireur pour infiltrer la ville ennemie. Rahab, une prostituée au grand cœur qui aide les agents secrets de Josué à pénétrer dans Jéricho. Un fleuve infranchissable qui retient les armées de Josué prêtes à envahir la ville. Tout à coup, le fleuve interrompt miraculeusement son cours. Josué et ses armées assiègent la ville fortifiée. Le 7e jour, le son des trompettes et la clameur entraînent l'effondrement des murailles de la ville. Les Hébreux lancent l'assaut, massacrent tous les habitants, à l'exception de Rahab et sa famille, et incendient la ville. C'est un récit incroyable. Mais contient-il le moindre fait historique? La cité antique de Jéricho est l'une des villes inhabitées les plus vieilles au monde. Elle est située à 24 km au nord-est de Jérusalem et à 10 km à l'ouest du Jourdain. Une magnifique source jaillissante et des plaines fertiles lui ont valu le nom de « Ville des Palmiers ». Aujourd'hui, elle s'appelle aussi Tel as-Sultan. Jéricho a fait l'objet de plusieurs campagnes d'excavation. Et il existe des preuves de plusieurs villes bâties les unes par-dessus les autres. Mais il reste un sujet sensible qui fait débat. La question est toute simple. Laquelle de ces nombreuses versions de Jéricho est celle que Josué a conquise? La chronologie de la Bible donne la date de la chute de Jéricho, en 1406, avant Jésus-Christ. Mais si cette version est véridique, alors il devrait exister des indices de destruction datant du XVe siècle avant notre ère, la période du bronze final.
Dans les années 30, un archéologue britannique du nom de John Garstang découvre un ensemble de murs effondrés. Leur destruction semble avoir été brutale. L'analyse des poteries cananéennes découvertes sur le site permet à Garstang d'affirmer qu'elles datent de la fin de l'âge du bronze. Garstang a retrouvé des artefacts de la fin de l'âge du bronze. Donc, la destruction daterait d'environ 1400 avant Jésus-Christ. C'est exactement la date biblique, celle qu'on trouve dans le livre de Josué, de la destruction de Jéricho. Ces murailles se seraient donc effondrées à la fin du XVe siècle avant notre ère, c'est-à-dire au même moment que la bataille biblique. Les preuves mises au jour par Garstang corroborent la version de la Bible. Mais 20 ans plus tard, de nouvelles découvertes changent la donne. L'État juif d'Israël est fondé et de nouvelles fouilles archéologiques sont organisées. Dans les années 50, une campagne d'excavation débute à Tel As-Sultan. La responsable est une collègue de Garstang, Kathleen Kenyon. Contre toute attente, ces découvertes contredisent purement et simplement les conclusions de Garstang. Kenyon, qui est arrivé sur place dans les années 50, a affirmé qu'en réalité, Garstang avait tort. En fait, personne ne vivait là-bas en 1400. Selon elle, les poteries cananéennes datent du bronze moyen, précisément de 1550 avant Jésus-Christ, 150 ans plus tôt. Josué, à cette date, n'était pas encore né. Garstang s'est trompé et la Bible s'est trompée. Si on s'en réfère aux datations de Kenyon, alors la ville qui a été détruite sur le site de Jéricho n'a pas été détruite par Josué. En effet, Jéricho était inhabité à son époque. Il n'y avait aucune ville à assiéger. Ce qui veut dire que le récit est faux. Pendant plus de 2000 ans, la chute de Jéricho, telle qu'elle est racontée dans l'Ancien Testament, a été considérée comme une vérité historique. Mais au milieu du XXe siècle, elle devient une fiction. Au début, les gens pensaient qu'il s'agissait d'une bataille historique. Mais aujourd'hui, la majorité des experts reconnaissent que ce récit n'est qu'une légende. Wood s'aperçoit que les conséquences de ces découvertes sur la Bible sont encore plus dévastatrices. Les auteurs de la Bible n'ont pas pu faire une erreur de 150 ans en établissant leur chronologie. Forts de leurs nouvelles conclusions, les experts remettent désormais en question l'ensemble des conquêtes de Josué. Le livre de Josué raconte une guerre éclair. Josué a conquis Jéricho, Jérusalem, Megiddo et Hazor. Toutes les villes ont été prises ainsi. Si la bataille de Jéricho ne s'est pas déroulée comme le raconte la Bible, comment croire les récits de la capture des autres villes? Les découvertes de Kenyon à Jéricho ont jeté le doute sur la véracité historique de la Bible. « 1983, Université de Toronto. Bryant Wood achève sa thèse de doctorat. Il sait pertinemment que la plupart des experts de la Bible n'accordent aucun crédit au récit de la bataille de Jéricho présenté dans l'Ancien Testament. Mais il est désormais lui aussi expert en poterie cananéenne de la période du bronze final. L'époque durant laquelle, selon la Bible, Jéricho a été conquise. Le sujet de ma thèse était la poterie de l'âge du bronze final.
Durant mes études, j'ai collecté des poteries de cette période issues de différentes fouilles et expéditions. Et un jour, j'ai appris l'existence de celle de Jéricho. Wood souhaite examiner les fragments de poterie de Jéricho afin de vérifier si les conclusions de Kenyon ou peut-être celles de Garstang sont exactes. Mais les artefacts s'avèrent difficiles à localiser. Je me suis rendu compte que nombre de fragments n'avaient pas été étudiés. Ils avaient été confiés aux différentes institutions qui avaient financé les expéditions. Wood, contrairement à ses confrères, se met en tête de réunir tous les fragments de cette poterie. C'est le début d'une incroyable quête. J'ai parcouru toute l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Je me suis parfois rendu dans d'autres pays. En Israël, par exemple, au musée Rockefeller. Quand je suis allé au Louvre, ils ont sorti des boîtes qui, j'en suis sûr, n'avaient pas été ouvertes depuis que Garstang les leur avait données. Wood répertorie méticuleusement chaque pièce. L'archéologie, ce n'est pas seulement aller sur le terrain et creuser. Parfois, les fouilles ont lieu dans les sous-sols d'un musée. J'allais le rejoindre quelque part, en France, en Angleterre ou ailleurs, et ça faisait de belles vacances. Mais en fait, il voulait passer tout son temps dans les bibliothèques. Il faut croire que c'est dans ma nature. Je n'hésite pas à payer de ma personne pour aller au bout de mes recherches. Mais même si tout cela avait un prix, ça le valait bien. Après des mois de travail, le docteur fait une découverte surprenante. Kenyon a procédé à une analyse sélective au cours de son examen des échantillons de poterie. Elle n'avait jamais analysé les fragments de poterie cananéenne qui ont été retrouvés dans les ruines. Elle basait ses conclusions uniquement sur l'absence de poterie importée. Wood doute désormais de la fiabilité de la datation proposée par Kenyon. Il se penche ensuite sur la poterie de Garstang. À sa grande surprise, il se rend compte que c'est l'analyse de Garstang qui est correcte. Quand j'ai observé moi-même les fragments de Jéricho, j'ai vu qu'ils dataient de la période du bronze final. Je les ai vus et j'ai dit, aucun doute, bronze final époque 1. Wood, en tant qu'expert, est formel quant à la datation des fragments de Jéricho. La poterie ne ment jamais. Grâce à ces artefacts, il peut estimer la destruction plus précisément, 1400 avant Jésus-Christ, l'époque de Josué. Kenyon avait affirmé qu'il n'y avait ni ville, ni cité, ni habitation durant le XVe siècle avant Jésus-Christ. Tout avait été abandonné. Pourtant, c'est bizarre. Voici de la poterie qui date clairement du XVe siècle. Cela signifie que la chute de Jéricho s'est produite durant l'existence de Josué, comme le raconte la Bible. Mais cet épisode sanglant s'est-il déroulé exactement comme dans la Bible? Josué qui conquiert miraculeusement la terre promise. Rahab qui apporte une aide précieuse aux espions. Et le son des trompettes qui provoque l'effondrement des murailles. Pays de Canaan, 1406 avant Jésus-Christ.
2 espions sont envoyés en éclaireur afin de repérer le terrain et d'évaluer les défenses de Jéricho. C'est ainsi que débute le siège de la ville. Wood sait que l'archéologie est incapable de prouver que Josué a bien envoyé des espions à Jéricho. Mais il estime que cette stratégie semble logique d'un point de vue militaire. Josué est un grand stratège militaire et un grand tacticien. C'est même probablement un des plus grands généraux de l'Antiquité. Pour élaborer une stratégie, il doit bien sûr obtenir le plus d'informations possible sur l'ennemi. Si le livre de Josué ne raconte pas la vérité, alors au moins son auteur a parfaitement compris la nature de la guerre. Une fois à l'intérieur de la cité, les espions pénètrent dans la maison de Rahab, une prostituée. Quand le roi de Jéricho apprend que des espions sont entrés dans sa ville, elle les cache sous des tiges de lin qu'elle avait disposées sur son toit. Les archéologues spécialistes de la Bible considèrent que le personnage de Rahab est une pure invention. Mais les experts en stratégie militaire ne sont pas de cet avis. Où ont-ils rencontré Rahab? Selon moi, pas chez elle. Quel est l'endroit dans une ville nouvelle, même de nos jours, où vous ne risquez pas d'être démasqué, où les langues se délient, où des individus de tous les milieux se côtoient? La réponse est une maison close. Les espions quittent alors Jéricho, une fois leur travail accompli, et retrouvent Josué. Josué organise les préparatifs pour l'assaut. Mais il est face à un petit problème. Ils doivent traverser le fleuve pour atteindre Jéricho. La traversée du Jourdain est un des épisodes les plus miraculeux de l'Ancien Testament. Nous sommes au printemps. La fonte des neiges alimente le fleuve. Josué et son armée ne peuvent le traverser et atteindre le pays de Canaan. Mais comme devant la mer Rouge, quand il est intervenu au moment opportun pour permettre aux Hébreux de franchir le fleuve, Dieu interviendra pour permettre à Josué et au peuple d'Israël de franchir le Jourdain. Wood, qui est avant tout un scientifique, cherche une explication naturelle à ce miracle. Un séisme, par exemple. Il découvre que la vallée du Jourdain se trouve à l'extrémité d'une plaque tectonique qui se prolonge jusque dans la vallée du Rift en Afrique. Le Moyen-Orient se situe sur une faille sismique. C'est un endroit de la croûte terrestre où 2 plaques se percutent parfois, ce qui se traduit par des tremblements de terre. Wood apprend qu'en 1927, un tremblement de terre a interrompu le cours du fleuve. Pendant 20 heures, l'eau a cessé de couler dans le lit du fleuve. Un tremblement de terre peut endiguer un fleuve s'il déclenche un glissement de terrain. Et de tels événements ont été constatés et documentés dans le passé. Il est très probable qu'un séisme ait facilité la traversée du Jourdain par les Israélites. Une chute de pierre ou un glissement de terrain, donc, ont pu rendre possible son franchissement. Mais les experts militaires n'accordent aucun crédit à l'hypothèse d'un tremblement de terre. Il ne faut même pas s'attarder sur une telle supposition, parce que cela voudrait dire que toute la stratégie et la campagne militaire de Josué reposent sur un tremblement de terre.
Il est ridicule de penser qu'un stratège enverrait des hommes en reconnaissance sans leur demander d'identifier avant toute chose les points de franchissement du fleuve. Une manière très simple de franchir un fleuve rapide est bien entendu de casser la vitesse du courant. Et le plus simple est de placer un objet en amont qui encaissera la majeure partie de la force du courant. Porus, quand il combattit Alexandre, employa des éléphants à cet effet. Et quand les pionniers ont traversé le continent américain avec leurs chariots, ils ont utilisé leurs chariots ou encore leur bétail. Toute théorie sur la traversée du Jourdain est intrinsèquement spéculative. Mais Wood y voit avant tout une possibilité. Selon la manière dont vous envisagez cet événement, que ce soit un miracle, une catastrophe naturelle ou quoi que ce soit, il est possible que ça se soit produit exactement comme le décrit la Bible. L'archéologue est convaincu que l'époque et les premiers événements du livre de Josué sont une possibilité historique. Pour lui, le véritable défi consiste à prouver l'attaque de Jéricho par l'armée de Josué. Mais sera-t-il capable, en tant qu'expert, de corroborer les détails du récit? Le siège, les murailles qui s'effondrent et la chute de la ville. L'Ancien Testament raconte que le siège a eu lieu au printemps, juste après les moissons. Quand les espions sont entrés dans Jéricho et se sont dissimulés chez Rahab, ils se sont tapis sous des tiges de lin sur son toit. Si le lin était disposé sur le toit, c'est parce qu'il séchait. C'est une autre indication que nous sommes juste après la saison des moissons. C'est en effet un détail particulièrement précis dans une histoire qui se déroule il y a 3500 ans. L'archéologie peut-elle l'aider à confirmer en quelle saison eut lieu le siège et combien de temps il dura? Il parcourt les rapports d'excavation de Garstang et Kenyon. Il est à l'affût d'un indice qu'ils ont peut-être laissé passer. Il est alors subjugué par l'une de leurs découvertes. Des réserves où sont entreposées des jarres. Des jarres pleines de céréales, intactes plusieurs millénaires plus tard. Garstang et Kenyon ne se sont pas appesantis sur la présence de ces céréales. Mais pour Wood, elles sont la preuve que le siège a eu lieu juste après la récolte, comme l'affirment les Saintes Écritures. Il est évident que les céréales venaient d'être récoltées parce que les jarres étaient pleines. Ils n'avaient pas encore consommé ces céréales. C'est un nouveau point d'accord avec la Bible. Wood peut non seulement confirmer la saison du siège, mais également sa durée. En théorie, une ville fortifiée comme Jéricho était capable de résister pendant des mois, voire des années. Nous savons qu'il y a une source qui fournit de l'eau en abondance toute l'année. Donc, tant qu'ils ont accès à la source, ils ont suffisamment d'eau. Selon la Bible, les moissons venaient d'avoir lieu. Donc, ils disposaient aussi de grandes quantités de nourriture. Pourtant, la Bible est très claire. Le siège n'a duré que 7 jours. C'est un autre détail d'une précision remarquable. Et il est à nouveau corroboré par les réserves de céréales. Elles n'ont pas été consommées, puisque les jarres étaient pleines.
Donc cela signifie que le siège de la ville a été très court. Et la Bible nous apprend combien de temps? 7 jours. Donc, les jarres de grains valident parfaitement les informations données par la Bible. Les fragments de poterie attestent de l'époque du récit biblique. La présence des céréales établit en quelle saison s'est produit l'attaque et combien de temps elle a duré. Mais comment expliquer l'effondrement des murailles et la destruction de la ville? L'armée de Josué a maintenant franchi le Jourdain. Il est impossible de reculer. Les dés sont jetés. Josué mène son armée sur Jéricho. La cité ferme ses portes. Et la population se met à l'abri. Mais face à Josué se dressent les murailles de la ville fortifiée, immenses et imprenables, en apparence. La Bible affirme que Josué marcha autour de la cité avec ses prêtres brandissant l'arche d'alliance ainsi que toute son armée une fois par jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont marché autour de la ville une 7e fois. Au cours de ce 7e tour, les cris des Israélites et le son des trompettes créèrent un vacarme assourdissant. Et le texte raconte comment, à cet instant, les impressionnantes murailles de Jéricho se sont écroulées. L'armée n'avait plus qu'à s'introduire dans la ville et à tuer tous les hommes, toutes les femmes, tous les animaux et tous les enfants qu'ils trouvaient. La Bible raconte une annihilation complète. L'effondrement des murs de Jéricho est le moment resté le plus célèbre de cet épisode. Wood décide d'en chercher les preuves. Septembre 1997. 2 heures de voiture séparent l'aéroport de Tel Aviv de Jéricho. Pour l'archéologue, ce voyage est une occasion d'examiner par lui-même les résultats des premières excavations. Partout, les preuves de l'effondrement des murs sont manifestes. Personne n'a jamais contesté le fait que les murs de Jéricho se sont jadis écroulés. Rappelons-nous que ce n'était pas la première fois que l'enceinte de Jéricho a été détruite. C'est arrivé à une fréquence remarquable. La véritable question réside dans la date de leur effondrement. La Bible parle de ce phénomène comme d'un miracle. Wood se demande donc s'il est possible qu'il ait en réalité une cause naturelle. Jéricho est très proche de la faille de la vallée du Jourdain. Plus proche encore que San Francisco de la faille de San Andreas. Un tremblement de terre n'est pas à écarter. Garstang et Kenyon ont tous deux découvert des preuves d'une activité sismique. Donc, il est possible qu'un séisme ait provoqué l'effondrement de l'enceinte de la ville. Pourtant, les experts militaires estiment que la théorie du tremblement de terre est peu crédible. Il faudrait un commandant en chef un peu demeuré pour demander à retarder l'invasion et l'attaque de Jéricho jusqu'au prochain tremblement de terre. C'est un peu idiot d'attribuer cela à un événement improbable, alors qu'il existe d'autres causes plus plausibles. La destruction des murs de Jéricho n'a rien à voir avec un séisme. Elle s'explique très simplement d'un point de vue stratégique.
Pour Richard Gabriel, le succès de l'assaut lancé par Josué repose entièrement sur son génie militaire. L'Ancien Testament raconte que les espions ont demandé à Rahab d'attacher un ruban rouge à sa fenêtre. En apparence, ce signe servait à indiquer où résidait Rahab. L'armée a reçu l'instruction d'épargner la prostituée et sa famille. Et les soldats détruisent, comme on dit, tout ce qui bouge. Mais au beau milieu de la bataille qui fait rage, le ruban rouge symbolise la présence de Rahab et de sa famille, qu'ils sont censés épargner en raison de sa gentillesse envers les espions. Mais Richard Gabriel refuse l'explication traditionnelle. Le ruban de couleur carmin est attaché à une fenêtre qui donne sur le mur extérieur, donc il ne pouvait être vu de l'intérieur de la ville. Ce qui soulève la question suivante, si le ruban ne servait pas à indiquer la maison de Rahab, quel était le rôle de ce petit morceau de tissu rouge qu'on lui a demandé de suspendre sur le mur extérieur? Le ruban était stratégique. Son rôle était de déclencher une attaque surprise. Le but de ce ruban était d'identifier un point d'accès pour une petite équipe de combattants. Pendant 6 jours, ils ont escaladé la muraille avec une corde et ont attendu dans la maison de Rahab jusqu'à être suffisamment nombreux pour lancer une attaque surprise. Au 7e jour, 30 ou 40 soldats auraient pu prendre place dans cet avant-poste à l'intérieur de la ville et attendre que soit donné le signal pour attaquer. Ce jour-là, l'armée de Josué marche pour la 7e fois. Mais tout à coup, boum! Un bruit assourdissant perce le silence. Des tambours, le son des trompettes, les chauffards. L'attaque est imminente. Et alors que tous les habitants regardent vers l'extérieur, les soldats de la petite équipe légère envahissent la ville, se précipitent vers les portes, maîtrisent les quelques gardes et ouvrent les portes de la cité. Comme le dit la Bible, tous se sont précipités sur les portes. Et les murailles se sont écroulées. Ça veut dire que les gardes de Jéricho ont été débordés par une attaque combinée. Pour Bryant Wood, il ne fait aucun doute que Josué était un génie militaire. Mais il ne peut admettre que les murailles qui s'écroulèrent ne sont pas littéralement tombées. Plutôt que de spéculer sur les différentes stratégies militaires possibles, il préfère se concentrer sur les preuves archéologiques. Il se replonge avant toute chose dans la lecture du texte afin de prouver que le récit est celui d'un témoin oculaire. Il découvre un détail inhabituel. La Bible raconte que la demeure de Rahab a été épargnée au cours du massacre. Wood se demande donc si des fouilles archéologiques ont mis au jour un pan de la muraille qui ne se serait pas effondré. En 1907, une équipe allemande a organisé des fouilles le long de la partie nord de la muraille. Et leurs découvertes ont été oubliées pendant plus d'un siècle. Mais pour Bryant Wood, ces artefacts oubliés sont un trésor providentiel. En effet, l'équipe allemande a découvert un mur en briques de terre crue qui se tenait encore debout près de 3500 ans plus tard. Ce détail permet à l'archéologue d'affirmer que la Bible est bien le récit d'un témoin oculaire. Mais s'agit-il du mur de la maison de Rahab? Au pied du mur, l'équipe allemande a retrouvé les vestiges d'une habitation. Sur le talus, il y avait eu de nombreux bâtiments. L'un d'entre eux aurait pu être la maison de Rahab. En effet, il y avait des constructions qui étaient immédiatement adossées aux parties inférieures de la muraille.
Jusqu'ici, Wood a apporté une explication à tous les détails, ou presque, du récit de la Bible. Depuis les préparatifs et l'organisation de l'invasion, jusqu'à l'effondrement des murailles. Mais peut-il fournir une preuve de la véracité de la fin tragique de ce récit ? Après l'invasion de Jéricho, l'armée de Josué assassine tous les habitants. Mais elle n'en reste pas là. Selon la Bible, une fois que les Hébreux sont entrés dans la ville, ils la mettent à feu et à sang. Donc, c'est très clair. C'est une destruction de masse. La dévastation est totale. Ou presque. La Bible affirme que les conquérants ne s'emparent pas du grain. Au contraire, ils décident de le laisser sur place. Le récit biblique nous livre une chronologie des événements. Les Hébreux donnent l'assaut, les murailles s'écroulent. Ils envahissent la ville et s'en prennent aux habitants. Enfin, ils incendient la ville plutôt que de la piller. C'est une offrande à Dieu. Pour Wood, la version de la Bible est plausible si les preuves archéologiques confirment la séquence des événements. Personne ne remet en question l'effondrement de la muraille de Jéricho. En revanche, il n'existe aucune certitude quant à l'incendie qui aurait suivi. Wood passe au peigne fin les rapports archéologiques de Kenyon à la recherche d'indices sur le feu qui aurait ravagé la ville. Il sait que selon Kenyon, la prise de la ville a eu lieu 150 ans plus tôt. Mais il visionne un documentaire dans lequel elle admet que la ville a subi les ravages d'un incendie. There is no doubt, though, about the disaster which finally overtook them. This red and white streak is the remains of tremendous fire. It was so fierce that the 10-foot thick walls were burnt through and through. Ils ont découvert ici, dans le secteur sud-est, les traces d'un embrasement très violent. Il y avait un tapis d'1 mètre de débris et de cendres. Il s'agissait d'un feu dévastateur qui s'était propagé dans toute la ville. Il y a donc bel et bien eu un incendie à Jéricho. Mais s'est-il déclenché avant ou après l'effondrement des murs? En consultant les travaux de Kenyon, Wood décèle la preuve que les murs se sont d'abord écroulés et que seulement ensuite la ville a été engloutie par les flammes. C'est précisément ce que raconte la Bible. La destruction des murs, l'assaut des Israélites et l'incendie. C'est exactement ce qu'elle dit avoir constaté en examinant les preuves archéologiques. Un séisme, puis un incendie. Il ne manque plus qu'une pièce pour compléter le puzzle. Pourquoi Josué a décidé de ne pas piller le grain? Comment le scientifique peut corroborer un détail de l'histoire aussi précis? À ses yeux, les jarres dans les réserves contiennent la réponse. Elles ont déjà permis de confirmer 2 éléments de l'histoire. En quelle saison a eu lieu l'assaut et combien de temps il a duré. Mais elles apportent également la preuve que, comme le raconte le livre de Josué, Jéricho n'a pas été pillé. Le fait que le grain ait été abandonné sur place dans le brasier est très inhabituel. On ne trouve pas ça dans d'autres sites qui ont été excavés.
Donc, si on prend en compte toutes les preuves et qu'on les compare point par point au texte de la Bible, il y a une corrélation très précise. À mes yeux, cela met en évidence la grande précision du récit qui a certainement été rédigé par un témoin oculaire. Israël, 1995. Bryant Wood s'adonne à sa passion, l'archéologie. Il ne regrette pas la décision prise 30 ans plus tôt de tout abandonner pour s'y consacrer. Appuyé par des experts en géologie et en stratégie militaire, il a remis en question 40 ans de scepticisme concernant le récit de la bataille de Jéricho. Tout cela, il le doit à quelques fragments de poterie et à quelques céréales. Mais cette année-là, en 1995, des experts tentent pour la première fois de procéder à la datation en carbone 14 du grain retrouvé à Jéricho. En théorie, cette procédure est plus fiable pour dater un site que l'examen des fragments de poterie. Et les résultats ne sont pas du goût du Dr Wood, qui voit toute son œuvre vaciller. Selon les tests, les céréales dateraient de 1550 avant Jésus-Christ, avec une marge d'erreur de plus ou moins 110 ans. C'est-à-dire au moins un siècle avant la naissance de Josué. Les céréales ont été expertisées et ils dateraient d'une époque proche de l'estimation de Kenyon. Donc les experts ont dit « Kenyon avait raison en fait ». Garstang avait tort et Wood aussi. Tous ceux qui sont convaincus que la destruction s'est produite à la date biblique, c'est-à-dire 1406, se trompent. Pourtant, Wood reste imperturbable. Comme d'autres scientifiques, il estime que la datation au carbone 14 n'est pas toujours aussi fiable que les preuves archéologiques. Plusieurs datations au carbone 14 d'artefacts datant du 2e millénaire avant Jésus-Christ se sont révélées erronées. Est-ce que vous ne pensez pas, dans la mesure où la corrélation entre le récit biblique de la bataille de Jéricho et les preuves archéologiques est si forte, que Kenyon s'est un tout petit peu trompé dans sa chronologie et qu'il faudrait au contraire écouter les conclusions de Garstang et après lui celles du docteur Bryant Wood? Mais pour Wood, la question n'est pas de savoir si les preuves archéologiques sont plus fiables que la datation au carbone 14. Selon lui, c'est un problème d'attitude intellectuelle. Quand on évoque Jéricho, beaucoup de spécialistes ont des idées préconçues. Les premiers chapitres du livre de Josué ne sont pas basés sur des faits historiques. Ils ne se donnent pas la peine de rechercher les points de concordance. Mais moi qui tiens la Bible en haute estime, je ne compte pas mon temps ni mes efforts pour étudier les corrélations. Et elles sont nombreuses. La grande bataille de Jéricho s'est peut-être déroulée il y a 3500 ans au pays de Canaan, mais elle est loin d'être terminée. Aujourd'hui, elle se prolonge dans les cercles académiques. Le docteur Bryant Wood reste intraitable. Les résultats des fouilles corroborent la version présentée dans le livre de Josué. À ma connaissance, il n'existe pas de preuves archéologiques qui contredisent le texte de la Bible. La difficulté réside dans la manière dont les gens interprètent ces preuves archéologiques. À ce jour, plus de la moitié du site de Tel Sultan n'a pas encore fait l'objet de fouilles. Peut-être les futures excavations permettront un jour de connaître la vérité sur les conditions historiques de la destruction de Jéricho.